Aux funérailles de ma fille, mon gendre a pointé du doigt ses propres filles, et a annoncé, elles vont aller en famille d'accueil. Je mérite un nouveau départ, avec ma nouvelle fiancée. Il était sur le point de découvrir, ce qu'elle avait enterré en premier. Je n'ai pas fermé l'œil, cette nuit-là. Je suis resté assis, à la table de ma cuisine. Jusqu'à ce que le ciel devienne gris, les yeux fixés sur un sac violet à cordon. Qui contenait autrefois une boîte à bijoux, offerte par Rose à April, pour son 5e anniversaire. Désormais, il renfermait les preuves d'une femme décédée. J'aimerais vous dire que j'ai ouvert le carnet tout de suite. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté assis, la main posée à plat sur la couverture, pendant près de 20 minutes. Une partie de moi comprenait déjà, que si je le lisais, je ne pourrais plus jamais faire le deuil de ma fille de manière simple. Cette manière où elle tombait malade, puis mourait, et où ce n'était que de la malchance, le genre de malchance qui n'attend pas d'autorisation, avant d'emporter quelqu'un. Lucie se tenait sur le seuil de la porte, en chaussettes, les bras croisés sur sa poitrine, comme pour essayer de ne pas s'effondrer. Tu n'es pas obligé de le lire ce soir, m'a-t-elle dit. Elle n'avait que 12 ans, et pourtant, elle s'occupait déjà de moi. Est-ce que tu l'as lu? Une partie. Assez. Assez pourquoi? Elle a baissé les yeux vers le sol. Assez pour savoir que papa n'était pas triste aux funérailles, parce qu'il savait déjà qu'elle allait mourir, bien avant que cela n'arrive. J'ai ouvert le carnet. L'écriture de Rose remplissait la première page, datée de 14 mois avant sa mort. Une écriture petite, une cursive appliquée, celle qu'elle avait acquise à l'école catholique. La première entrée était presque banale. Une liste de courses, qui se fondait dans une note sur Arthur rentrant tard du sport, 3 soirs cette semaine-là, et sur la façon dont il avait commencé à utiliser une autre salle de bain, pour se doucher avant de se coucher. Je l'aurais lu en diagonale, si la ligne suivante ne m'avait pas glacé le sang. Appelez Pinacle Life aujourd'hui, pour poser des questions sur notre police d'assurance. Arthur a demandé à l'agent d'augmenter ma couverture à 1,2 million. Je n'ai rien signé. Il a dit que c'était juste au cas où. Au cas où quoi? Voulais-je lui demander. Il a 38 ans. C'est moi, qui ai un problème cardiaque. J'ai relu cette phrase 4 fois. Mes mains ne tremblaient pas encore, cela est venu plus tard. Rose avait reçu un diagnostic, 2 ans plus tôt, de cardiomyopathie du péripartum, après la naissance d'April. C'était un affaiblissement du muscle cardiaque, que les spécialistes disaient gérable, avec des médicaments appropriés, et une surveillance régulière. Gérable. Pas mortel. Pas à 35 ans. J'ai continué à lire. Entrée après entrée. Toujours le même schéma. Un petit détail, quelque chose que Rose avait failli ignorer, suivi immédiatement de l'élément, qui rendait impossible de fermer les yeux. Arthur avait changé son cardiologue pour un certain Dr Whitmore, un ami de l'oncle de Vanessa, 4 mois après l'augmentation de l'assurance. Arthur lui disait que ce nouveau médecin était plus pratique, même si son cabinet imposait 40 minutes de trajet supplémentaire, à l'aller comme au retour. Arthur allait chercher ses ordonnances lui-même, au lieu de laisser la pharmacie les livrer, une chose qu'il n'avait jamais faite avant ce printemps-là. Vers le milieu du carnet, dans une écriture devenue plus petite, plus serrée, comme si elle tentait de faire en sorte que ses mots prennent moins de place dans le monde, elle écrivait « J'ai trouvé 3 flacons de pilules, dans son sac de sport, avec mon nom sur l'étiquette. Les milligrammes sont différents, de ce que le cabinet du docteur Whitmore m'a indiqué par téléphone. J'ai posé la question directement à la pharmacie, cette fois, sans passer par Arthur. La pharmacienne m'a dit que mon dosage avait été modifié 2 fois en 2 mois. Je n'ai jamais donné mon accord. Je ne pense pas que le docteur Whitmore soit réel, de la manière dont je le pensais.
J'ai posé le carnet, je me suis dirigé vers l'évier, et j'ai fait couler de l'eau froide sur mes poignets. J'avais besoin que mon corps fasse autre chose. Que ce qu'il s'apprêtait à faire, s'effondrer et trembler de toutes ses forces. Le vieux téléphone de ma fille contenait 11 mémos vocaux. Debout dans ma cuisine, à 4 heures du matin, sous le regard silencieux de ma petite fille depuis le pas de la porte, j'ai lancé le premier enregistrement. J'ai entendu la voix de ma fille, pour la première fois en une semaine. Cela a failli me mettre à terre. Ici Rose Ellison, le 14 mars. J'enregistre ceci parce que, s'il m'arrive quelque chose, je veux que quelqu'un possède ma propre voix, et pas seulement ça. Version à lui, de ce qui m'est arrivé. Ensuite, elle a dicté des chiffres, des montants de retrait, des dates, et un numéro de compte dans une banque, dont je n'avais jamais entendu parler. Ce compte avait été ouvert 9 mois avant sa mort, sous le nom d'Arthur, et d'un autre nom que je ne connaissais pas, Vanessa Kroll. La clé USB était pire. Encore. Elle contenait des captures d'écran, que Rose avait prises, de messages échangés entre Arthur et Vanessa. Des SMS qu'ils n'avaient apparemment pas pensé à effacer, sur leur ordinateur portable commun, avant de se souvenir d'utiliser un téléphone distinct. L'un d'eux disait, dès que la police d'assurance sera payée, nous n'aurons plus à attendre pour quoi que ce soit. Sois juste encore un peu patiente. Envoyé. 4 mois avant la mort de Rose. 4 mois. Je n'ai pas dormi. Je ne crois même pas, maître Rassi. J'ai appelé Denise, une vieille amie de Rose, à 6 heures du matin, pour lui demander le nom d'un avocat. N'importe quel avocat. Je ne savais pas encore, qu'en réalité, ce dont j'avais besoin, c'était d'un détective. Diane Shaw exerçait en droit de la famille depuis 22 ans. Quand j'ai appelé son cabinet, en insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une urgence immédiate, son assistante a failli me refuser l'entrée. Mais pas Diane. Elle m'a reçu à 8h30 ce matin-là, vêtue d'un blazer, un café encore à la main. Dès 9h, elle avait cessé de boire son café, et s'était mise à prendre des notes si vite, que son stylo a déchiré 2 pages de son bloc. Monsieur Whitfield, m'a-t-elle dit quand j'eus terminé, ce n'est plus une simple affaire de garde. Je peux vous aider à déposer une demande de tutelle d'urgence. Dès aujourd'hui. Cette partie est simple, étant donné qu'il a déjà renoncé verbalement aux filles, devant 200 témoins. Mais ce que vous décrivez dans ce carnet, ce n'est pas un problème de droit de la famille. C'est une affaire criminelle. Je ne veux pas surréagir, ai-je dit. Je m'en suis un peu voulu de prononcer ces mots, car un vieil instinct en moi cherchait encore à protéger Arthur d'une situation qu'il avait pourtant tout fait pour mériter. Diane m'a regardé fixement, d'un air grave. Votre petite fille pense que sa mère a enregistré des preuves, parce qu'elle craignait pour sa vie. Je ne pense pas que vous risquiez de surréagir. Elle a appelé l'inspectrice Sarah Walsh. L'après-midi même. Walsh avait 17 ans de service dans la police, dont les 9 derniers au sein de l'unité des crimes financiers et des fraudes majeures. Avant de rejoindre une force d'intervention conjointe, qui traitait également des décès suspects liés à des versements d'assurance. Elle avait environ 50 ans. Des fils d'argent parsemaient ses cheveux sombres, tirés en arrière de manière stricte. Elle m'a écouté pendant 40 minutes, sans m'interrompre une seule fois, ce qui, d'une certaine façon, a rendu les choses encore plus réelles, car cela prouvait qu'elle me prenait au sérieux. Monsieur Whitfield, je veux être franche avec vous, a-t-elle dit, en retournant le carnet entre ses mains gantées, comme s'il était encore tiède. Les dossiers comme celui-ci sont difficiles à monter. Le deuil pousse les gens à dire des choses cruelles et égoïstes. Cela n'en fait pas des criminels. Ceux qui en fait des criminels, ce sont les preuves écrites. Et votre fille vous a laissé une documentation solide. Elle a enregistré le téléphone, le carnet, et
La clé USB comme pièce à conviction, le jour même. La chaîne de garde, c'est ainsi qu'elle l'a appelée, et elle m'a fait signer 3 formulaires distincts, certifiant le moment et la manière dont chaque objet était passé de mes mains aux siennes, scellés dans des sacs individuels avec des étiquettes à code barre. Je demande la réévaluation du certificat de décès, m'a-t-elle annoncé, et je vais devoir m'entretenir avec le médecin légiste, au sujet des analyses toxicologiques initiales. Il y a eu une autopsie, ai-je précisé. Ils ont conclu à un arrêt cardiaque, lié à sa pathologie. Personne n'a rien signalé. Personne ne cherchait quoi que ce soit, a répliqué Walsh. C'est bien différent du fait qu'il n'y ait rien à trouver. J'aimerais pouvoir vous dire que le mois suivant est passé rapidement. Ce ne fut pas le cas. Le temps s'est écoulé comme s'écoule le deuil, en de longues périodes grises, rythmées par des appels téléphoniques qui me retournaient l'estomac. Au bout de 2 semaines, Walsh m'a appelé pour m'informer que le bureau du médecin légiste avait accepté de réexaminer les échantillons de tissu et de sang conservés, issus de la première autopsie de Rose. Le docteur Owen Fitzgerald, médecin légiste adjoint, occupait ce poste depuis 19 ans. Il m'a parlé au téléphone, d'une voix empreinte de cette prudence que prennent les médecins, juste avant de vous annoncer une nouvelle que vous redoutez d'entendre. Les analyses initiales recherchaient les marqueurs cardiaques standards, cohérents avec la pathologie diagnostiquée, m'a-t-il expliqué. Elle n'incluait pas de dépistage toxicologique approfondi, pour d'éventuelles interactions médicamenteuses, car rien ne le laissait suspecter. Compte tenu des éléments fournis, nous lançons de nouvelles analyses élargies. Je me suis répété que ce n'était rien. Je me suis dit que Rose avait été paranoïaque, malade et terrifiée. Les personnes effrayées voient des complots jusque dans les tickets de caisse. Je me suis bercé de ces pensées pendant 6 jours, jusqu'à ce que le docteur Fitzgerald me rappelle. Monsieur Whitfield. Les nouvelles analyses approfondies révèlent des taux élevés d'un médicament, incompatible avec le dosage qui lui avait été prescrit, associé à un second médicament, qui n'aurait jamais dû se trouver dans son organisme compte tenu de ses antécédents cardiaques. Cette interaction a considérablement augmenté le risque d'une arythmie mortelle. Je me suis assis sur les marches du perron, au beau milieu d'un mardi après-midi, et j'ai posé ma tête entre mes genoux. Lucie, qui était sortie chercher le courrier, a laissé tomber les lettres sur le porche, puis s'est assise à côté de moi, sans poser de questions. Il ne lui a pas tiré dessus. Ai-je murmuré, presque pour moi-même. Il ne l'a pas empoisonné comme dans un film, il a simplement laissé de mauvaises choses se produire dans son corps, jusqu'à ce que son cœur lâche. C'est quand même la tuer, a répondu Lucie, avec la certitude précoce d'une enfant de 12 ans. À la 3e semaine, Diane a fait appel à un comptable d'investigation. Mitchell Reyes, un expert comptable agréé et spécialiste des fraudes. Il avait passé 10 ans à démêler exactement ce genre de documents, pour le bureau du procureur de comté, avant de s'installer à son compte. Reyes travaillait vite, et parlait encore plus vite. Lors de notre première rencontre, il a étalé 3 relevés imprimés sur la table de ma salle à manger. Tel un croupier distribuant des cartes. L'instinct de votre fille était excellent, a-t-il affirmé. Le compte joint montre 23 retraits sur 11 mois, pour un total d'un peu moins de 60 000 $, transférés vers un compte personnel, au seul nom d'Arthur Ellison. De là, environ 40 000 $ ont été versés sur un second compte, détenu conjointement avec une certaine Vanessa Kroll, ouvert dans une banque différente, spécifiquement pour qu'aucun relevé ne soit envoyé à l'adresse de votre fille. Et pour l'assurance? Reyes a tapoté la 3e page. La police a été portée à 1,2 million de $, 14 mois avant son décès. Le bénéficiaire, qui prévoyait initialement un partage à parts égales entre votre fille et les 3 petites filles, a été modifié pour désigner Arthur Ellison à 100% comme bénéficiaire unique. 6 semaines après l'augmentation
Il a déposé la demande d'indemnisation 9 jours après les funérailles. 9 jours. Il n'avait même pas attendu que les fleurs sur sa tombe se fanent. Voici votre problème, a ajouté Reyes, avec plus de douceur que ce que j'aurais attendu d'un homme bâti comme un secondeur de football américain. Rien de tout cela ne prouve, à lui seul, l'intention de provoquer sa mort. Un mobile financier, doublé d'une négligence médicale, et d'une chronologie suspecte, c'est convaincant. Mais un bon avocat de la défense plaidera la coïncidence et l'incompétence, pas le meurtre. Ce qu'il vous faut, c'est un élément montrant qu'il savait pertinemment que la manipulation de ces médicaments. Les enregistrements, ai-je suggéré. Les enregistrements aident, oui. Ce qui aiderait encore plus, c'est que quelqu'un dans le cabinet de ce second médecin accepte de parler. 4 jours plus tard, le cabinet de Diane a reçu un appel, que personne n'attendait. Frank Ostrowski, un enquêteur principal de l'unité des enquêtes spéciales de Pinnacle Life, fort de 15 ans d'expérience dans la fraude au sinistre, a expliqué à Diane que tout capital d'essai supérieur à $1 million déclenchait un examen interne automatique. Le dossier de Rose avait été signalé dès que le changement de bénéficiaire est apparu, parallèlement à une réclamation déposée seulement 9 jours après les funérailles. C'est la procédure standard, m'a expliqué Diane par la suite, cela ne prouve rien en soi. Puis Ostrowski a appelé une seconde fois, et, cette fois-ci, il a demandé à me parler directement. Monsieur Whitfield, je souhaite vous poser une question, et je veux que vous compreniez que je n'accuse encore personne de quoi que ce soit. Est-ce que votre gendre vous a déjà parlé d'un homme nommé Peter Vance? C'était son colocataire d'université, d'après un dossier d'assurance archivé, que la compagnie possédait encore. Je lui ai répondu que je n'avais jamais entendu ce nom de ma vie. 20 ans que je connaissais Arthur, et il n'avait pas une seule fois mentionné un certain Peter Vance. 12 ans plus tôt, un dénommé Peter Vance s'était noyé lors d'un accident de bateau, sur un lac dans l'Ohio. Arthur Ellison figurait comme bénéficiaire principal, sur une police d'assurance de $150 000, souscrite 4 mois seulement avant l'accident. Le décès avait été qualifié d'accidentel. Aucune poursuite n'avait été engagée. Je me suis dit que cela ne signifiait rien. Les gens souscrivent parfois des polices d'assurance sur leurs colocataires, pour toutes sortes de raisons, beau. Co-signé, affaire commune, rien de suspect là-dedans. Je me suis bercé de cette illusion, juste le temps qu'il a fallu à Ostrowski pour m'envoyer le dossier clos. À l'intérieur, se trouvait une unique note manuscrite, rédigée par l'expert en sinistre de l'époque, datée de la semaine du versement, la mère du défunt a appelé 2 fois, pour demander une enquête approfondie sur les circonstances de l'accident. Aucune preuve physique pour étayer. Réclamation. Approuvée selon les délais standards. Rien de plus. Pas de suivi, pas de second examen, juste les appels téléphoniques d'une mère en deuil, enregistrés, classés, puis oubliés. J'ai retrouvé son numéro grâce à un vieil avis de décès. Elle s'appelait Carole Vance, elle avait aujourd'hui 71 ans, et vivait près de Dayton. Quand je lui ai expliqué qui j'étais, et la raison de mon appel, elle est restée silencieuse si longtemps, que j'ai cru que la ligne avait coupé. Je leur ai dit, a-t-elle fini par murmurer, d'une voix aussi fragile que du papier de soie. Je l'ai dit à la compagnie d'assurance, je l'ai dit à la police, je l'ai dit à tous ceux qui voulaient bien l'entendre pendant environ 6 mois, puis tout le monde a cessé de me rappeler. Je me suis fatigué, j'ai abandonné, car je me disais que j'étais peut-être juste une mère incapable d'accepter un accident. Vous êtes la première personne, en 12 ans, à me rappeler à ce sujet. Je suis resté le téléphone collé à l'oreille, pendant un long moment après avoir raccroché, songeant à toutes ces personnes qui, au fil des ans, avaient observé des fragments de la vie d'Arthur, et ressenti ce même sentiment dérangeant, que
Rose avait consigné dans son carnet. Et comment chacune d'entre elles avait fini. Par renoncer à ses propres doutes, dissuadée par lui, par le temps, ou par l'épuisement d'être constamment rejetée. Rose était la première à n'avoir rien lâché. Elle n'avait simplement pas vécu assez longtemps pour finir ce qu'elle avait commencé. Walsh a repris contact avec le bureau du shérif de l'Ohio la semaine même. Cela ne déboucherait pas sur des poursuites criminelles. Trop de temps s'était écoulé, les preuves matérielles étaient insuffisantes à analyser, et la juridiction locale n'avait aucune envie de rouvrir un dossier de mort accidentel vieux de 12 ans. Cependant, cela a été versé au dossier. Preuve de comportement récurrent, a qualifié Reyes. Pas assez pour condamner à elle seule, mais amplement suffisant pour qu'aucun jury, aucun juge, ni aucun journaliste ne décrive plus jamais le drame de Rose comme une tragédie isolée. C'est alors qu'un étrange détail a fait basculer l'enquête. Le téléphone de Rose contenait un contact enregistré pour le cabinet du docteur Whitmore. Lorsque l'équipe de l'inspectrice Walsh a effectué des vérifications, ils ont découvert qu'aucun cardiologue du nom de Whitmore n'était enregistré dans l'État. Le numéro appartenait en réalité à un cabinet privé de conseil en bien-être, situé dans un centre commercial, détenu en partie par un certain Gerald Kroll, l'oncle de Vanessa. Cet homme n'était pas médecin, mais un pharmacien diplômé, qui avait perdu sa licence 8 ans plus tôt, pour avoir délivré illégalement des substances contrôlées. Il rédigeait de fausses notes de consultation sur du papier à en-tête, et modifiait le traitement de Rose par téléphone, sous un nom de médecin totalement fictif. De son côté, Arthur allait chercher lui-même les médicaments, en faisant croire à Rose qu'il provenait bien du cabinet de son véritable cardiologue. Muni d'un mandat de perquisition, l'équipe de Walsh a fouillé le bureau de Gerald Kroll dans le centre commercial. Ils y ont découvert un classeur rempli de dossiers de patients fictifs, un stratagème qu'il gérait discrètement, pour des clients payant en espèces, désireux d'obtenir des médicaments sans ordonnance valide. Le dossier de Rose était le seul à comporter le nom d'une autre personne gribouillée dans la marge, à eux. S'en charger personnellement. Walsh m'a téléphoné le soir même de cette découverte. Monsieur Whitfield, je veux que vous compreniez la portée de tout ceci. Ce ne sont plus des indices indirects. Nous avons une piste écrite incontestable, prouvant que votre gendre a délibérément confié le traitement cardiaque de sa femme à un faux médecin, dirigé par l'oncle de sa fiancée. Il modifiait ses médicaments à son insu, tout en augmentant simultanément son assurance vie, et en transférant de l'argent sur un compte commun, partagé avec la femme qu'il prévoyait d'épouser. Je suis resté muet pendant de longues secondes. Inspectrice Walsh, je ne cesse de penser au jour où je l'ai rencontrée pour la première fois, ai-je murmuré. Rose l'avait invité pour Thanksgiving. Et avait fait un compliment sur ma cravate. Il avait l'air d'un jeune homme charmant, avec une bonne situation. C'est toujours le cas, a répondu Walsh. C'est précisément à cela qu'on les reconnaît. C'est à ce moment précis que les choses auraient dû s'alléger, mais au contraire, tout est devenu plus difficile. Arthur a appris que nous enquêtions sur lui. Je ne sais pas exactement comment. Diane soupçonne qu'un employé du tribunal a évoqué la demande de tutelle d'urgence auprès d'un collègue, qui en a parlé à quelqu'un connaissant Arthur personnellement. Les cercles sociaux restent petits, même au sein des grandes villes. Peu importe le chemin qu'avait pris l'information, 3 semaines et demie après les funérailles, Arthur m'a appelé directement, pour la première fois depuis le cimetière. Charles. Sa voix affichait ce ton mielleux et calme, que je n'avais plus entendu depuis son discours de mariage avec Rose. J'ai cru comprendre que vous parliez de moi à la police. J'ai cru comprendre, de mon côté, que vous parliez d'un faux cardiologue au sujet de ma fille. Un silence de plomb s'est installé sur la ligne. Ce silence a duré juste assez longtemps, pour tout me confirmer.
Vous ne comprenez pas la situation, a-t-il fini par lâcher. Rose était malade. Les gens malades meurent, c'est ainsi. Vous êtes en deuil, et le deuil rend paranoïaque. Je le comprends, sincèrement. Mais vous devez laisser cela de côté. Avant de vous ridiculiser devant les personnes qui ont réellement connu notre couple. Saviez-vous, ai-je demandé, que Rose a laissé un carnet? Ainsi qu'un vieux téléphone, et une clé USB. Le silence, cette fois-ci, ne s'est pas rompu. Il s'est prolongé, pesant, jusqu'à ce qu'il finisse par raccrocher. 2 jours plus tard, le cabinet de Diane a reçu une notification indiquant qu'Arthur, par le biais de son avocat, avançait la date de son mariage avec Vanessa. Initialement prévu à l'automne, il était désormais fixé au samedi suivant, soit à peine 6 jours plus tard, dans un domaine situé à 1 heure de la ville. La même semaine, nous avons appris que la compagnie d'assurance avait validé sa demande d'indemnisation. Le virement devait être traité le lundi suivant. Reyes a compris la situation avant moi. Il ne célèbre pas un mariage. Monsieur Whitfield. Il se lance dans une course contre la montre. Dès que ses fonds seront versés, et qu'il sera légalement marié, permettant à Vanessa de changer de nom, transférer les actifs et quitter l'État deviendra d'une simplicité enfantine. Si des accusations tombent après cela, il sera déjà bien loin. Walsh a confirmé nos craintes le jour même. Nous déposons une demande de gel d'urgence des comptes, et du versement d'assurance en attente. Mais il faut que le juge ait suffisamment d'éléments pour signer l'ordonnance avant lundi matin. Autrement, cet argent sera transféré. Et une fois qu'il aura transité par plusieurs comptes, il sera extrêmement difficile de le récupérer. J'avais 4 jours devant moi. 4 jours pour m'assurer qu'un homme, qui avait déjà enterré sa femme, ne s'en aille pas avec l'argent généré par sa mort. Qu'il ne parte pas libre, marié, et richissime, tandis que 3 petites filles dormaient en pyjama d'emprunt, dans les chambres d'amis de ma maison. Je n'ai pas fermé l'œil durant ces 4 nuits non plus. Aucun d'entre nous n'y est parvenu. Lucie a cessé de faire semblant de ne pas écouter derrière les portes. Rachel s'est mise à dessiner des portraits de sa mère, qu'elle refusait de montrer à quiconque. April me demandait, chaque soir sans exception, si son papa allait venir pour les emmener. Et chaque soir, je lui répondais que non. Et chaque soir, je n'étais pas tout à fait certain de lui dire la vérité. Le jeudi, la thérapeute des filles est intervenue. C'était une psychologue pour enfants, spécialisée dans le deuil et les traumatismes des enfants témoins de violences familiales. Elle a d'abord rencontré Lucie seule, sur recommandation de Diane. De cette façon, si l'affaire allait jusqu'au procès, le témoignage de Lucie serait documenté par une professionnelle agréée, évitant ainsi qu'on l'accuse d'avoir été influencé par un grand-père en deuil. Le docteur Ninguyan est sorti de cette première séance, et a demandé à me parler en privé, dans ma propre cuisine. Lucie m'a confié qu'elle avait vu son père chercher les symptômes de l'insuffisance cardiaque sur son ordinateur portable. 8 mois avant la mort de sa mère, m'a-t-elle rapporté. À l'époque, elle pensait qu'il s'inquiétait pour elle. Ce n'est que récemment qu'elle a compris qu'il était peut-être simplement en train de vérifier l'avancement de son travail. Je me suis agrippé au rebord du plan de travail. Elle n'a que 12 ans. Elle a 12 ans, et elle porte ce fardeau depuis bien avant le décès de sa mère, Monsieur Whitfield. Ce carnet n'était pas un secret que Rose cachait à ses filles. Rose était en train de les préparer. Elle avait expliqué à Lucie, en termes généraux, que s'il lui arrivait quelque chose, il y avait dans un sac violet des objets qui importaient bien plus que le désir de quiconque de garder le silence. J'ai pensé à ma fille. Elle était malade, terrifiée, de plus en plus convaincue que l'homme qu'elle avait épousé allait la laisser mourir. Pourtant, au lieu de s'effondrer, elle avait pas cessé
Dernier mois à monter un dossier. Elle écrivait des dates, enregistrait sa propre voix pour que quelqu'un l'entende quand elle aurait disparu, et préparait son aînée à être assez courageuse, le moment venu, pour remettre à son grand-père un sac violet, plutôt que de sombrer dans le chagrin. Elle se savait condamnée depuis plus d'1 an. Et au lieu de se contenter de faire ses adieux, elle avait consacré cette année-là à les protéger de la tombe vers laquelle elle savait qu'elle marchait. Le vendredi, les informations locales ont repris l'affaire. Cela ne venait pas de nous. Diane était catégorique, nous n'avions rien divulgué. L'information avait fuité à cause de l'enregistrement de la demande de gel d'urgence des avoirs par le greffier du tribunal, un document devenu de fait public. Une journaliste nommée Maria Delgado, qui couvrait les affaires judiciaires et la corruption publique pour la chaîne locale, a contacté le cabinet de Diane. Elle souhaitait obtenir des commentaires sur ce gel d'urgence lié à une police d'assurance vie, et à la réouverture d'une enquête pour décès suspect. Diane a formulé une réponse évasive, très professionnelle. Mais cela n'a rien changé. Dès le vendredi soir, Delgado en avait assez appris par ses propres moyens. Les dossiers judiciaires étant publics, le faux cabinet de Gérald Kroll avait déjà attiré l'attention du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de l'État. En effet, 2 autres anciens clients s'étaient manifestés, suite aux rumeurs qui commençaient à circuler dans la communauté. Le reportage a été diffusé à 18h. Le mariage rapide d'un veuf suscite des questions, sur fond de réouverture d'une enquête sur un décès. Ils n'ont pas encore mentionné le nom d'Arthur, dans l'attente des accusations officielles. Mais ce n'était pas nécessaire. Tous ceux qui le connaissaient avaient compris. Le samedi matin, le jour du mariage, j'étais assis dans ma cuisine avec les 3 filles, qui mangeaient leurs céréales comme si c'était un matin ordinaire. Mon téléphone a sonné à 9h14. C'était l'inspectrice Walsh. Le juge a signé l'ordonnance de gel à 8h50, m'a-t-elle annoncé. Les comptes sont bloqués. Le versement de l'assurance est suspendu, en attendant la fin de l'enquête. De plus, grâce aux conclusions du Conseil des pharmaciens, et à la piste financière tracée par Reyes, nous en avons assez pour demander un mandat d'arrêt. Pas pour meurtre. Ce chef d'accusation exige plus de preuves, et la procureure préfère bâtir un dossier solide plutôt que de se précipiter. En revanche, pour homicide par négligence criminelle, fraude à l'assurance, et falsification de documents médicaux, nous pouvons agir. Aujourd'hui. Aujourd'hui, ai-je répété. Mes mains tremblaient si fort, que j'ai dû poser ma tasse de café pour ne pas la renverser. Monsieur Whitfield, je dois vous poser une question, et je vous demande de bien réfléchir avant d'y répondre. Souhaitez-vous que nous attendions la fin de la cérémonie, ou voulez-vous que l'arrestation ait lieu directement sur le domaine du mariage? J'ai regardé Lucie, de l'autre côté de la table. Elle m'observait avec cette même immobilité terrible, qu'elle avait affichée au cimetière. On aurait dit qu'elle connaissait déjà ma réponse, avant même que je ne la prononce. Il n'a pas attendu que les fleurs fanent sur la tombe de Rose, ai-je déclaré. Je ne vais pas vous demander d'attendre, que les siennes soient livrées. Je n'étais pas sur place. Je préfère être honnête à ce sujet, car ceci n'est pas une histoire où le beau-père endeuillé surgit, pour pointer un doigt accusateur. À travers l'allée d'une église. J'étais chez moi, auprès de 3 petites filles. Qui avaient besoin de stabilité. Et un homme stable n'est pas celui qui assiste en direct, au menottage de celui qui a tué sa propre fille. Maria Delgado, elle, était présente. Elle avait été informée par une source au tribunal, qui tenait à ce que l'histoire soit correctement rapportée. Elle a décrit la scène plus tard. Dans son reportage diffusé le soir même, puis repris un peu partout par la suite. 2 voitures de police banalisées ont pénétré dans le parking en gravier du domaine, 40 minutes avant la cérémonie. L'inspectrice Walsh, vêtue d'un
Blazer gris tout simple, et passé devant un quatuor à cordes qui s'accordait. Sous une arche fleurie. Arthur portait déjà sa veste de smoking. Il ajustait ses boutons de manchette devant un miroir, quand elle l'a trouvé. Il a demandé de quoi il s'agissait. Elle le lui a dit. Vanessa, qui se trouvait dans la pièce, voisine dans sa robe de mariée, aurait entendu suffisamment de choses à travers la porte pour se mettre à hurler, avant même que quiconque ne prononce son nom. Par la suite, certains enquêteurs ont vu dans cette réaction une forme d'aveu. Ils ont tous deux été inculpés dans la semaine. Arthur a été poursuivi pour homicide par négligence criminelle, fraude à l'assurance, falsification de documents médicaux, et association de malfaiteurs. Vanessa a été inculpée pour association de malfaiteurs et fraude, en lien avec le conjoint et les messages que Reyes avait documentés. Gérald Kroll a définitivement perdu son titre de pharmacien, et a fait face à ses propres accusations de fraude lors d'une procédure distincte. La compagnie d'assurance a bloqué et annulé le versement, avant même qu'il ne parvienne entre les mains d'Arthur. Cela a pris encore 8 mois, mais les fonds ont finalement été placés, à juste titre, dans un compte fiduciaire pour les filles. Ce compte, géré par Diane et un tuteur ad litem nommé par le tribunal, restera intouchable jusqu'à leur majorité. Même après cela, sa structure empêchera qu'une seule personne puisse, à nouveau, décider unilatéralement du prix de la mort de leur mère. 8 mois plus tard, Arthur a plaidé coupable pour éviter le procès, acceptant les charges d'homicide involontaire et de fraude, en échange de l'abandon, par la procureure, des accusations plus lourdes qu'elle souhaitait initialement retenir. Une partie de moi réclamait ce procès, voulait que 12 jurés entendent chaque ligne de ce carnet lu à voix haute, dans une salle d'audience. Tandis qu'Arthur serait forcé d'écouter ses propres messages. Cependant, Diane m'a conseillé d'épargner aux enfants l'épreuve d'un témoignage à la barre, et elle avait tout à fait raison. J'ai accepté de m'en contenter, principalement parce que Lucie me l'a demandé. Il purge actuellement une peine de 8 ans de prison. Vanessa, quant à elle, a accepté une peine d'1 an et demi de détention, après une négociation séparée. Gérald Kroll s'est vu interdire à vie toute activité médicale ou pharmaceutique. Et purge une peine de 3 ans de prison. Lors de l'audience de condamnation, Lucie a refusé d'entrer dans la salle d'audience. À la place, elle a rédigé une lettre, qu'elle a demandé à la procureure de lire à sa place. Je me suis installé au 2e rang, serrant la main de Rachel dans la mienne, pendant qu'une inconnue en costume lisait les mots de ma petite fille, devant une assemblée de personnes qui n'avaient jamais connu ma fille. Ma maman disait souvent, que la vérité n'a pas besoin qu'on soit courageux. Elle a seulement besoin qu'on soit encore là, quand elle est enfin prête à éclater. Je ne comprenais pas cette phrase, jusqu'au jour où je me suis retrouvé dans un cimetière, serrant sa photo contre moi, alors que mon père regardait déjà son téléphone. Je la comprends aujourd'hui. Elle n'était pas prête à tout nous révéler. Pas tout d'un coup. Pas pendant qu'elle essayait encore de nous éviter d'avoir peur. Mais elle s'est assurée que la vérité reste là. Qu'elle attende. Même après sa propre disparition. Je ne pardonne pas à mon père. Je ne pense pas y être obligé. Mais je n'ai plus peur de lui. Et je crois que c'est tout ce que ma maman souhaitait. Réellement pour moi. Bien plus que des excuses, qu'il n'aurait jamais pensé. Arthur n'a pas levé les yeux une seule fois durant la lecture. Pas même un instant, selon Diane, qui ne l'a pas lâché du regard afin de m'éviter de l'apprendre par d'autres sources, moins respectueuses de la vérité. La juge, avant de prononcer la sentence, a prononcé une phrase que j'ai ressassée, plus que tout autre événement de cette année-là. Elle a déclaré qu'en 31 ans de carrière sur le banc, elle avait rarement vu une affaire, où la victime elle-même avait tant fait pour protéger ses propres enfants par-delà la mort, alors que les institutions censées les protéger de son vivant s'étaient montrées totalement impuissantes.
Je pense à cette déclaration plus souvent que je ne le devrais. Non pas parce qu'elle dédouane qui que ce soit. Le Conseil de l'Ordre des pharmaciens aurait dû arrêter Gérald Kroll des années plus tôt. La compagnie d'assurance aurait dû se pencher de plus près sur le cas de ce colocataire décédé, et de ce versement rapide. Quelqu'un, quelque part, aurait dû écouter Carole Vance il y a 12 ans. Au lieu de la laisser s'épuiser à être ignorée. Mais cette phrase est vraie, et Rose savait qu'elle le serait. Elle a donc conçu son propre filet de sécurité. Envers et contre tout, à l'aide d'un simple carnet à spirale, d'un vieux téléphone, et d'une petite fille assez mûre pour transporter un sac violet à 3 heures du matin. Un peu plus d'1 an s'est écoulé depuis ce mariage, qui s'est transformé en arrestation. Lucie a 13 ans désormais, elle est déjà plus grande que sa mère. N'aura jamais eu la chance de la voir devenir. Le mois dernier, elle m'a confié qu'elle souhaitait étudier la comptabilité d'investigation, pour démasquer les gens comme lui avant qu'ils ne fassent du mal à quelqu'un. Rachel a 10 ans, et a recommencé à dormir sans veilleuse, pour la première fois depuis les funérailles. Quant à April, qui a maintenant 7 ans, elle me parle encore de sa mère presque chaque soir. Mais sa question a changé. Ce n'est plus « est-ce que papa va venir nous chercher ?» C'est plutôt « raconte-moi encore ». L'histoire du sac violet, comme s'il s'agissait désormais d'un conte pour s'endormir, plutôt que d'un cauchemar. J'ai gardé le carnet. Pas l'original, bien sûr, car il est resté sous scellé. Puis versé aux archives judiciaires, avant de finir dans un coffre-fort au cabinet de Diane, pour parer à toute éventualité d'appel. Je parle de la copie que Walsh a réalisée pour moi, celle que j'ai lue durant cette première nuit. Sans sommeil, assis à la table de ma cuisine. Parfois, je l'ouvre pour relire les premières entrées, à l'époque où Rose ne savait pas encore ce qu'elle préparait, quand il ne s'agissait encore que de listes de courses, et de légers doutes sur un mari rentrant tard du travail. Je pense à la force et au courage qu'il faut, pour continuer à consigner la vérité par écrit, alors que l'on est malade, terrifié, et que personne autour de soi ne semble remarquer ce que l'on voit pourtant si clairement. Elle n'a pas fait que survivre à travers ce carnet. Elle s'est éteinte à petit feu pendant plus d'1 an, et au lieu de simplement pleurer son sort, elle a passé ce temps précieux à protéger ses 3 petites filles, d'une tombe qu'elle n'était pas là seule à devoir creuser.